On signale une tentative d'enlèvement. Un habitant a aperçu deux Asiatiques avec une Camry verte attraper un autre Asiatique et le jeter dans le coffre. On sait juste qu'ils conduisent une Camry verte. Mais on ne sait pas quelle direction ils ont pris. C'était une course contre la montre. Le compte à rebours avait commencé et c'était à nous de l'arrêter. Ils n'étaient pas là par hasard, on voyait qu'ils attendaient quelque chose. C'était la première fois qu'on avait une véritable piste depuis le début de l'enquête. Mais on ne peut jamais être sûr que les choses vont se passer exactement comme prévu et que les ravisseurs vont suivre le plan au pied de la lettre. La victime avait été exécutée de sang-froid. Pour eux, il n'était rien de plus qu'un contrat. On le surnommait l'exécuteur. C'était un tueur à gages qui remplissait des contrats dans le monde entier. Bonjour, soyez les bienvenus sur le plateau des Enquêtes Impossibles. Un enlèvement se déroule en plein jour dans un quartier tranquille de Victoria. S'agit-il d'un racket qui a mal tourné ou d'un règlement de compte? Dans ce genre de situation, les policiers sont confrontés à une double difficulté. Découvrir rapidement l'identité de la victime et celle des ravisseurs. Puis, mettre en place les moyens appropriés pour libérer l'otage dans les meilleurs délais. Mais, lorsque des trafiquants de drogue internationaux, un redoutable gangster de Hong Kong, des mafieux chinois venus d'Amérique et un tueur à gages s'en mêlent, la situation devient incontrôlable. On a reçu un appel pour une tentative d'enlèvement dans la rue de Regal Court, à Glen Waverly. Le témoin avait vu un homme d'origine asiatique pleurer et supplier à genoux ses agresseurs. Il semblait vraiment avoir très peur. Un deuxième témoin a vu deux hommes mettre un homme dans le coffre d'une voiture avant de démarrer. Heureusement pour nous, le témoin se souvenait de la plaque d'immatriculation de la voiture et il a pu nous la donner. À toutes les unités dans la zone de Waverly, la voiture impliquée dans la tentative d'enlèvement est immatriculée FRN 929. Identification du véhicule en cours. En attendant de connaître le nom du propriétaire de la voiture, les policiers envoyés sur place examinent attentivement la zone où le jeune homme a été enlevé. Glen Waverly, on a trouvé un manteau d'homme dans une allée, ça pourrait correspondre au lieu de l'enlèvement. J'ai aussi trouvé une casquette dans la même zone. Donc il y a de fortes chances pour que l'altercation ait eu lieu à cette adresse. Il y avait une voiture garée dans l'allée. Et comme elle n'était pas fermée, on s'est dit qu'elle appartenait peut-être à la victime. On est allé frapper à la maison, mais il n'y avait personne et la porte était fermée. Donc on a procédé à l'identification du véhicule pour savoir à qui il appartenait et si son propriétaire vivait dans cette maison. NRK 353, une berline Lexen modèle 96 de couleur grise. La plaque d'immatriculation correspond bien au véhicule garé dans l'allée, mais son propriétaire, un jeune homme de 22 ans nommé Lian Tuan, ne vit pas à cette adresse. Bien reçu. Allez à l'adresse du propriétaire et essayez d'avoir d'autres informations. Les policiers se sont immédiatement rendus chez le propriétaire de la voiture où ils ont rencontré la fiancée de Lee, Tao. Le couple attend son premier enfant et vient d'acheter cette maison. Ils ont loué la maison où la voiture était garée pour y vivre le temps des travaux. Un électricien devait leur apporter un devis. Et comme il n'arrivait pas, Lee est retourné chercher son numéro à Courthouse. Tao était très inquiète de ne pas le voir revenir et avait plusieurs fois essayé de l'appeler, mais en vain. La jeune femme n'a aucune idée de ce qui a pu se passer? Elle est au téléphone avec la mère de Lee, qui pourrait savoir ce qui s'est passé et pourrait avoir des choses à nous dire. Je vous rappelle tout de suite. Bien reçu. La fiancée de la victime est au téléphone avec sa belle-mère. Elle pense savoir pourquoi Lee aurait été enlevé, mais refuse d'en parler au téléphone. On a dû attendre qu'elle arrive au commissariat de Glen Waverly.
Pendant ce temps, la police découvre que la voiture utilisée par les ravisseurs a été achetée dans une casse à peine 10 jours avant l'enlèvement. Son propriétaire est un certain Huy, un lycéen âgé de 18 ans. Quand nous sommes arrivés, Huy n'était pas là. C'est sa mère, Madame Van, qui nous a ouvert. Huy était en classe et avait pris la voiture pour aller au lycée. On est donc allé voir Huy à son lycée et il nous a dit qu'il s'était fait voler sa voiture 3 jours plus tôt. Il n'avait pas encore déclaré le vol. En fait, il pensait le faire après les cours, le jour où on lui a parlé. Huy et sa mère, Madame Van, sont donc convoqués au commissariat pour faire une déclaration de vol. Dans la pièce d'à côté, les policiers interrogent la fiancée et la mère de la victime, Madame A. Quand avez-vous vu votre fils pour la dernière fois? Madame A était très calme pour quelqu'un dont le fils est en danger. Elle faisait tout son possible pour nous aider à le retrouver. Madame A pensait savoir qui se cachait derrière l'enlèvement de son fils Lee. Il s'agissait d'un dénommé Phuc, un homme d'affaires d'Hong Kong qu'elle avait rencontré quelques mois plus tôt. Madame A était dans l'import de vêtements et il l'avait contacté pour lui demander de l'aider à faire entrer de la drogue dans le pays grâce à sa société. Elle lui a dit qu'elle ne voulait en aucun cas être mêlée à ce genre de choses et elle a refusé. Comme Madame A a refusé de coopérer avec lui, il lui a demandé 230 000 € en prétextant que le fait de lui avoir divulgué ses activités illégales risquait de compromettre ses prochaines livraisons. Il lui a donc réclamé 230 000 € en dédommagement. Les mois ont passé et comme elle refusait toujours de payer, Phuc a menacé de s'en prendre à sa famille. Phuc semble avoir mis ses menaces à exécution. Ce que les policiers vont trouver dans la maison que louait la victime va confirmer que Lee a bel et bien été enlevé. Quand ils sont retournés là-bas, ils ont trouvé la maison complètement retournée. Ils ont aussi trouvé un mot écrit en vietnamien. La mère de Lee nous a dit que c'était l'écriture de son fils. Le mot disait qu'il avait été enlevé par les hommes de Phuc et que sa mère avait 72 heures pour verser à Phuc la somme qu'il avait demandée. C'était une course contre la montre. Le compte à rebours avait commencé et c'était à nous de l'arrêter et de retrouver la victime en vie. Lee Antoine, un jeune homme de 22 ans, a été kidnappé car sa mère refuse d'aider un trafiquant de drogue et refuse de payer les 230 000 € qui lui réclament en dédommagement. Alors qu'elle est au commissariat, elle appelle l'homme qu'elle soupçonne d'avoir commandité l'enlèvement de son fils depuis Hong Kong, Truong Hong Phuc. Quand elle a appelé Phuc, il lui a de nouveau demandé de payer et lui a dit que si elle refusait, il risquait d'arriver malheur à son fils. Il ne plaisantait pas du tout. C'était bel et bien un enlèvement et la vie de Lee était véritablement en danger. Ayant pris connaissance du mobile de l'enlèvement, les enquêteurs contactent aussitôt leurs collègues de Hong Kong pour obtenir davantage d'informations sur le mystérieux Phuc. Ils apprennent que ce dernier est un trafiquant de drogue extrêmement dangereux puisqu'il a déjà été condamné pour meurtre. Comprenant que la vie de l'otage est en danger, les policiers tentent d'identifier rapidement les complices du commanditaire du kidnapping. Le temps leur est compté. Dans moins de 3 jours, si Madame A ne cède pas au chantage du ravisseur en versant une rançon de 230 000 €, le jeune Lee sera exécuté. On a demandé à Madame A comment elle était entrée en contact avec Phuc. Et elle nous a dit que c'est Madame Van, la sœur de Phuc, qui les avait présentés. Madame Van était aussi la mère de Huy, le propriétaire de la Camry qui avait été utilisée par les ravisseurs. Au même moment, Madame Van et son fils sont entendus au commissariat au sujet du vol de la voiture. 3 jours avant l'enlèvement, la voiture avait été interceptée sur l'autoroute Hume, alors qu'elle roulait en direction de New South Wales.
Le conducteur a de nouveau été arrêté à Goulburn pour une autre infraction au code de la route. Les policiers lui ont demandé ses papiers. Il s'agissait d'un dénommé Long et il a donné une adresse à Victoria. On s'est rendu à l'adresse qu'il avait donnée, mais il n'y avait personne. On a mis son domicile sous surveillance ainsi que tous les lieux qu'il fréquentait habituellement. La police surveille également le domicile de Madame Van. Son fils est le propriétaire de la voiture utilisée par les ravisseurs et elle est la sœur du trafiquant soupçonné d'avoir commandité l'enlèvement de Lee. 24 heures se sont écoulées depuis sa disparition. Au cours des premières 48 heures, Madame A et Fouque ont dû se parler 5 ou 6 fois au téléphone. Et à chaque fois, le principal objectif était d'essayer de faire avouer à Fouque qu'il était bel et bien impliqué dans l'enlèvement, mais aussi de parler à Lee pour être sûr qu'il était toujours en vie. Mais Fouque n'arrêtait pas de dire qu'il n'avait rien à voir là-dedans. Et il prétendait appeler Madame A parce qu'elle lui devait 230 000 euros et qu'il voulait son argent. La police doit absolument retrouver Lee avant la fin de l'ultimatum. Il faut identifier les ravisseurs et retrouver Fouque au plus vite. Madame A nous a révélé qu'un mois avant l'enlèvement de son fils, elle avait reçu un fax de Fouque lui indiquant 4 numéros de compte à Hong Kong pour qu'elle y transfère les 230 000 euros. Fouque reste introuvable et la police espère que ce fax permettra de le localiser. Mais pour remonter jusqu'à lui, ils ont besoin de plus de temps. Ce soir-là, on a demandé à Madame A d'appeler Fouque pour qu'il nous laisse plus de temps. Fouque a accepté de rallonger le délai de 24 heures, ce qui nous a laissé jusqu'au lendemain midi. Grâce à ce délai supplémentaire, la police hongkongaise parvient à localiser les titulaires des comptes bancaires et les met aussitôt sous surveillance. Mais les heures passent. L'ultimatum a expiré et toujours aucune nouvelle de Fouque. 2h30 plus tard, il appelle enfin Madame A. Fouque a donné rendez-vous à Madame A le lendemain dans les environs de la gare de Spencer Street. On a briefé tout le monde, l'équipe de surveillance et le groupe d'intervention. Il a fallu réfléchir pour essayer de placer tous les hommes au mieux. Le jour J, Madame A doit recevoir de nouvelles instructions. C'était très stressant pour Madame A et pourtant elle était étonnamment calme. Elle s'est montrée très forte et elle est restée relativement calme malgré ce qu'elle devait affronter. L'équipe de surveillance voit alors 4 hommes arriver sur le lieu de rendez-vous. Ils n'étaient pas là par hasard. Ce n'étaient pas des gens qui allaient ou sortaient de la gare. Rien qu'à leur manière, leur apparence, on voyait qu'ils attendaient quelque chose. On a pu rapidement les identifier. On en a vu un passer un coup de fil et juste au même moment, Madame A a reçu un appel. Cette fois, ce n'est pas Fouque qui est au bout du fil. Une voix inconnue donne à Madame A un nouveau rendez-vous dans la gare de Spencer Street où quelqu'un viendra récupérer l'argent. Bien entendu, elle doit venir seule. Si celui qui donnait les instructions à Madame A était un des hommes qui devait récupérer l'argent à la gare, ça voulait dire qu'il savait très bien où était Lee. On l'a mise dans un taxi. Pour sa sécurité, c'est un de nos hommes qui conduisait. Il devait l'emmener à la gare, là où l'échange devait avoir lieu. La tension est extrême. Le fils de Madame A est-il toujours en vie? Si c'est le cas, la remise de la rançon garantira-t-elle sa libération? Dans l'incertitude, les policiers décident de ne pas intervenir, mais la situation bascule brusquement et leur stratégie s'en trouve bouleversée. Fouque a dit à Madame A
qu'il allait lui envoyer un de ses hommes pour récupérer l'argent et qu'elle recevrait un appel 2 heures plus tard qui lui indiquerait où récupérer son fils. Parallèlement, les policiers australiens et hongkongais se préparent à perquisitionner les domiciles des personnes mises sous surveillance. Et la brigade d'intervention se tient prête à intervenir. Après l'échange, on avait prévu de suivre les 4 hommes qu'on avait identifiés dans l'espoir qu'ils nous mènent jusqu'à Phuc, jusqu'à Lee, ou au moins jusqu'à un des ravisseurs. Mais les espoirs des enquêteurs ne tardent pas à être déçus. Un des suspects a vu un de nos hommes et presque tout de suite après, on l'a vu téléphoner. Il a sûrement voulu prévenir Phuc ou un des ravisseurs de notre présence. On a donc décidé de les interpeller immédiatement et parallèlement, toutes les équipes mises en place pour surveiller les adresses de Victoria et de Hong Kong ont reçu l'ordre d'intervenir et de perquisitionner le domicile des suspects. Madame A reçoit alors un autre appel. La personne au bout du fil était très en colère contre Madame A et lui a reproché de ne pas respecter les règles du jeu. Elle lui a dit de rappeler dans 1 heure pour recevoir de nouvelles instructions. Mais quand Madame A rappelle Phuc, elle tombe sur sa boîte vocale. Le plus urgent pour nous était de retrouver Lee et de s'assurer que ce qui venait de se passer ne le mettait pas en danger. Les 4 hommes sont mis en garde à vue et interrogés par la police. Ils nous ont dit qu'ils avaient été engagés pour récupérer de l'argent auprès d'une femme contre une certaine somme en liquide, 3 000 € si je me souviens bien. Mais c'est tout ce qu'ils savaient. Et ils n'avaient rien à voir avec l'enlèvement. Ils ne connaissaient ni Phuc ni Lee, donc on a fini par les relâcher. Les perquisitions en Australie ne livrent aucun indice ni aucune nouvelle piste. Mais à Hong Kong, la police arrête 2 hommes visiblement impliqués dans l'enlèvement. Lors des perquisitions à Hong Kong, les policiers ont retrouvé l'original du fax reçu par Madame A, ainsi que le télécopieur duquel il avait été envoyé. Et surtout, certains éléments laissent à penser que Phuc a séjourné ici. Il y avait un carnet d'adresses où figuraient les coordonnées de Madame Van, la mère de Huy, le propriétaire de la Camry utilisée pour l'enlèvement. Donc certains éléments laissaient à penser qu'il y avait un lien avec Phuc. Les ravisseurs n'ont pas donné signe de vie depuis plus de 10 jours et les enquêteurs sont désormais très inquiets quant au sort de Lee. L'enlèvement a été commandité et organisé depuis l'étranger, avec l'aide de plusieurs complices, ici à Victoria. On a organisé une conférence de presse avec Tao et la mère de Lee pour tenter de convaincre les ravisseurs de l'épargner et de le libérer. La fiancée et la mère de la victime ont préféré s'exprimer à visage caché et ont supplié les ravisseurs du jeune Lee Tuan Han de lui laisser la vie sauve. Je vous en supplie, relâchez mon fiancé. Je suis une future jeune maman et j'ai besoin de Lee. La gorge serrée, la mère de Lee s'est exprimée par l'intermédiaire d'un interprète. Je vous en supplie, rendez-moi mon fils sain et sauf, il n'a rien fait. Peu de temps après la conférence de presse, la police retrouve la voiture utilisée par les ravisseurs, garée à seulement quelques rues du lieu de l'enlèvement. On a tout de suite fait transporter la voiture au laboratoire de la police scientifique pour la faire examiner. On espérait trouver des empreintes, des traces ADN, des morceaux de tissu ou des cheveux quelque part dans la voiture. Mais les experts n'ont rien trouvé à part des traces de produits nettoyants, ce qui prouvait que la voiture avait été soigneusement nettoyée avant d'être abandonnée à Seaford.
C'était un peu décevant de retrouver la voiture dans cet état, mais en même temps, on s'y attendait. C'était évident qu'ils effaceraient toutes les preuves, soit en la nettoyant, soit en la brûlant. On a fait revenir Wee pour qu'il regarde si la voiture était intacte ou si quelque chose avait disparu. Il nous a dit qu'il manquait son disque jeune conducteur, un tapis de sol et un plan. Et environ un mois après qu'on ait retrouvé la voiture, un collègue de la brigade criminelle nous a appelés pour nous dire qu'ils avaient retrouvé le corps de Lee dans un égout à Noble Park. Le cadavre qu'on a retrouvé portait les mêmes vêtements que le jour de son enlèvement et avait des tatouages similaires. Les plongeurs de la police sont sur les lieux et explorent le conduit de 2 km situé près de l'endroit où le corps d'un homme a été retrouvé hier. Le cadavre était dans un état de décomposition avancé et les enquêteurs pensent qu'il était dans les égouts depuis plusieurs jours déjà. Le corps a été retrouvé par des enfants qui l'ont aperçu à travers une grille d'égout. Les enquêteurs et les experts passent toute la zone au peigne fin à la recherche d'indices. L'autopsie a révélé que la victime avait été tuée d'une balle dans la tête et les radios du crâne ont permis de déterminer qu'il s'agissait d'une balle correspondant à une arme de calibre 22. D'après les experts en balistique, le coup avait été tiré à bout portant, ce qui laissait penser que la victime avait été exécutée. La victime avait été exécutée de sang-froid, sans aucun état d'âme. Pour eux, il n'était rien de plus qu'un simple contrat. Il faut le dire, les policiers ont échoué dans leur tentative de libérer l'otage. Lee Han Tuan, 22 ans, a été exécuté d'une balle dans la tête. Les policiers ont échoué dans leur tentative de libérer l'otage. Lee Han Tuan, 22 ans, a été exécuté d'une balle dans la tête. Leur priorité désormais est de retrouver les assassins et de les mettre définitivement hors d'état de nuire. Et pour ce faire, ils réexaminent tous les indices qu'ils ont accumulés depuis le début de l'affaire. La police vient de confirmer que le corps qui a été retrouvé dans les égouts de Noble Park est bien celui de l'homme enlevé il y a 6 semaines à Glen Waverly. Après la découverte du corps de Lee, les plongeurs ont fouillé les conduits sur plus de 1 km durant tout le week-end. D'après les inspecteurs de la brigade criminelle, le corps aurait été jeté dans les égouts par cette grille et serait là depuis 2 à 6 semaines. La mort remontait à peu près au moment où il avait été enlevé et il n'avait pas dû s'écouler plus de 2 ou 3 jours entre le moment de son enlèvement et celui où son corps avait été jeté dans les égouts. Le jeune Lee Tuan Han, 22 ans, a été exécuté d'une balle dans la tête. C'est une affaire de kidnapping qui a tourné au drame. Les ravisseurs n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient et ils ont éliminé leur otage. À partir du moment où la brigade criminelle a été chargée de l'enquête, on a examiné la moindre preuve pour essayer de remonter jusqu'aux personnes impliquées dans l'enlèvement ou le meurtre de Lee. J'ai réexaminé les photos prises sur les lieux de l'enlèvement et c'est là que j'ai remarqué par terre une casquette avec le logo d'une marque de cigarettes. Nous savions que cette casquette n'était pas celle de Lee. Et nous avons également pu déterminer qu'elle n'appartenait à aucun des habitants du quartier. Il y avait donc de fortes chances pour que cette casquette soit celle de l'un des ravisseurs. D'autant plus que les témoins qui avaient assisté à l'agression avaient vu Lee se débattre avant d'être jeté dans le coffre de la voiture. J'ai vu 2 hommes frapper un autre homme dans le ventre et une voiture arriver en marche arrière avec le coffre ouvert. Ensuite, l'homme qui se faisait agresser s'est mis à crier. Il criait « Au secours, au secours ». Un des ravisseurs pouvait avoir perdu sa casquette au cours de l'agression et l'avoir oubliée sur les lieux. Pour nous, le fait de l'avoir trouvée était très important car sur une casquette, on peut retrouver des follicules pileux ou de la sueur. Et on peut ainsi comparer les traces ADN retrouvées sur la casquette avec l'ADN de différents suspects susceptibles d'être impliqués dans cette affaire. On a donc analysé cette casquette et on a relevé 3 empreintes génétiques différentes. Mais les empreintes génétiques relevées sur la casquette ne correspondent à aucun criminel du fichier ADN de la police.
Les enquêteurs doivent donc explorer une autre piste. J'ai contacté le représentant de la marque de cigarettes en Australie et il m'a dit que ce type de casquette était un modèle promotionnel que l'on offrait aux clients pour l'achat de 2 cartouches de cigarettes dans les duty-free des aéroports américains. 90 000 casquettes du même modèle ont été distribuées dans les aéroports américains. Retrouver l'homme qui a perdu la sienne lors de l'enlèvement revient à retrouver une aiguille dans une botte de foin. D'autant que la scène de crime s'est déroulée à plus de 12 000 kilomètres des États-Unis. Abandonnant cette piste, les enquêteurs décident de concentrer leurs efforts pour localiser le lieu où Lee a été séquestré. Il fallait absolument découvrir l'endroit où Lee avait été détenu, car il devait forcément y rester des traces. On espérait vraiment y trouver des preuves qui pourraient nous mener jusqu'aux ravisseurs. Les enquêteurs pensent que Lee a probablement été retenu prisonnier non loin de l'endroit où son corps a été jeté dans les égouts. Il y avait plusieurs grilles en acier le long du réseau d'égouts. On a donc cherché s'il y en avait une qui avait été déplacée ou cassée et qui pourrait correspondre à l'endroit d'où le corps avait été jeté. Mais elles étaient toutes intactes. On a donc contacté toutes les agences immobilières du quartier de Springvale pour vérifier si personne n'avait loué quelque chose dans les environs qui aurait pu convenir aux ravisseurs. Et on a eu la chance de tomber sur une agence qui avait justement loué une maison à Madame Van environ 1 mois avant l'enlèvement. Elle voulait juste la louer quelque temps et elle a résilié le bail au bout de seulement 1 mois, ce qui correspond à peu près à la période où Lee a été porté disparu. Le fait que Madame Van ait loué cette maison ne prouve rien en soi, mais elle est tout de même la sœur de Fouque, le principal suspect. Les enquêteurs ne peuvent donc pas ignorer cette piste. D'autant plus que les voisins ont remarqué des mouvements suspects autour de la maison. Des voisins ont vu des hommes d'origine asiatique apporter des matelas. Ils ont également vu une voiture correspondant à celle des ravisseurs aller et venir devant la maison. On a donc demandé un mandat pour pouvoir fouiller la maison et y trouver des preuves. On pensait y trouver des éléments prouvant que Lee avait été détenu dans cette maison. En entrant dans la maison, on a tout de suite remarqué que les rideaux étaient tirés et avaient été attachés avec des épingles à linge. On a trouvé ça bizarre. Ensuite, en fouillant la salle de bain, on a trouvé une touffe de cheveux bruns dans la douche et on s'est dit que c'était peut-être les cheveux de la victime. On a également trouvé des câbles en plastique qui auraient tout à fait pu servir de menottes. On espérait trouver des traces ADN ou des cheveux sur ces câbles, mais les tests n'ont rien révélé. Les enquêteurs font analyser les cheveux retrouvés dans la douche et un autre élément très intéressant qu'ils ont trouvé juste à côté, un mégot de cigarette. L'ADN relevé sur le mégot de cigarette correspondait à celui de la casquette retrouvée près de chez Lee. Ça voulait donc dire que celui qui avait fumé cette cigarette était aussi le propriétaire de la casquette. Sur place, les enquêteurs trouvent également un plan qui ressemble étrangement à celui qui était dans la voiture utilisée par les ravisseurs. On a examiné le plan et on a vu que le lieu de l'enlèvement avait été entouré sur la carte. La seule rue entourée sur le plan était Regal Court. Donc tout laissait à penser qu'on était sur la bonne voie. Au fur et à mesure de la découverte de nouvelles preuves, le scénario du kidnapping se dessine peu à peu. Mais le tueur n'a toujours pas été identifié. En analysant les appels passés à partir du téléphone portable du gangster de Hong Kong, les enquêteurs font une nouvelle découverte. Un tueur à gages, surnommé l'exécuteur, a été engagé pour se charger des basses besognes. À partir du numéro de téléphone portable qu'il a donné à Madame A, et dans la maison où il a été retenu prisonnier avant d'être exécuté, mais rien ne permet d'identifier ses assassins. Les enquêteurs décident alors de surveiller Fouque à partir du numéro de téléphone portable qu'il a donné à Madame A.
Ils espèrent que l'historique de ces conversations téléphoniques les conduiront jusqu'à ceux qu'il a engagés pour faire le sale travail. Il avait appelé plusieurs motels et hôtels aux alentours de Sydney, notamment le Lansdowne, qui revenait pas mal de fois. Il avait appelé cet hôtel un certain nombre de fois le 3 mai, c'est-à-dire quelques jours après l'enlèvement. On a donc épluché toutes les fiches de l'hôtel datant de ce jour et on a trouvé 2 hommes qui pouvaient correspondre à ce que nous cherchions. L'un d'eux s'était inscrit au nom de Michael Nguyen et avait indiqué une adresse aux États-Unis. L'autre s'appelait Buitwan. Il avait donné une adresse à Los Angeles et avait indiqué son numéro de téléphone sur la fiche. Au regard des preuves retrouvées lors des perquisitions de Hong Kong, la présence des 2 hommes à ces dates semble être bien plus qu'une coïncidence. L'une des pièces à conviction trouvées à Hong Kong était un roman intitulé Until Proven Guilty. En le feuilletant, on a trouvé le numéro de téléphone de Lansdowne sur une page. Il y avait aussi écrit 128 à côté, ce qui correspondait au numéro de la chambre de Buitwan. Sur la page suivante, il y avait son numéro de téléphone aux États-Unis. Tout ceci était une preuve évidente, non seulement que Phuc connaissait Buitwan, mais aussi qu'il savait qu'il était dans cet hôtel et dans cette chambre quelque temps après l'enlèvement. Le fait que ces 2 Vietnamiens déclarent une adresse aux États-Unis était également très troublant, car la casquette retrouvée sur les lieux de l'agression n'était distribuée que dans les duty-free des aéroports américains. Et c'est justement de là qu'il venait. Après vérification, la police découvre que les renseignements donnés par Michael Nguyen sont faux. Buitwan, lui, a bien donné son vrai nom. Dès que nous avons su que Buitwan avait donné sa véritable identité, on a fait des recherches et on a découvert qu'il avait quitté les États-Unis le 20 avril et qu'il était arrivé en Australie 6 jours avant l'enlèvement. On a ensuite demandé au FBI de vérifier auprès de tous les duty-free de l'aéroport de Los Angeles si Buitwan avait acheté des cartouches de cigarettes. Aux États-Unis, on doit présenter son passeport pour acheter quelque chose au duty-free. Mais, visiblement, Buitwan n'avait rien acheté. Mais d'après la liste des passagers, un homme avec un nom vietnamien avait bien acheté des cigarettes et une casquette. Ce passager était justement assis à côté de Buitwan. Celui qui avait acheté les cigarettes avait très bien pu donner sa casquette à Tuan. L'autre élément intéressant est que l'homme qui avait acheté les cigarettes avait été arrêté lors des perquisitions menées à Hong Kong. Le lien avec notre affaire était donc évident. À partir de ce moment, les choses ont pris un nouveau tournant. C'était la première fois qu'on avait une véritable piste depuis le début de l'enquête. Le fait de pouvoir mettre un visage sur un des ravisseurs a vraiment été un grand pas en avant. On savait que Phuc était impliqué dans l'enlèvement, mais on ne savait pas s'il y avait participé physiquement, et là, on avait la preuve que Buitwan était l'un des ravisseurs. Les éléments de l'enquête se décantent peu à peu. Pour étayer leur hypothèse avec des preuves matérielles, les policiers de Victoria demandent à leurs collègues américains d'interpeller Bui à Los Angeles pour un motif quelconque. S'ils obtiennent un échantillon de son ADN à son insu, ils le compareront à leurs indices et auront, espèrent-ils, la confirmation de son implication dans le kidnapping et le meurtre de Lee. On a comparé cet échantillon à l'ADN relevé sur la casquette et il correspondait. Buitwan avait porté cette casquette. L'enquête avance à grands pas. Mais pour le moment, il n'est pas question de faire extrader le suspect. Il faut d'abord retrouver Phuc et découvrir l'identité de l'homme qui a voyagé avec Buitwan. Phuc avait appelé le Marco Polo Motorine à Sydney
et Michael Nguyen y avait justement séjourné 4 jours avant l'enlèvement. Sur la fiche de renseignement de l'hôtel, il avait donné son nom, Michael Nguyen, ainsi qu'une adresse à Melbourne et la plaque d'immatriculation de sa voiture, FRN 929, ce qui correspond au véhicule utilisé par les ravisseurs. Le même jour, un certain Long a été arrêté au volant de cette voiture pour excès de vitesse entre Melbourne et Sydney. C'était extraordinaire pour nous. On avait fait le lien entre Long, Michael Nguyen et la voiture utilisée 4 jours plus tard pour l'enlèvement. Les enquêteurs ne savent pas où est Long et ils ne connaissent toujours pas la véritable identité de Michael Nguyen. Mais quand ils vérifient si ce nom est connu du service d'immigration, coup de théâtre. Un certain Michael Nguyen a justement été arrêté alors qu'il quittait l'Australie. Il a été interpellé avec 10 000 $ australiens en trop et une bouteille contenant de l'héroïne. Il a été interrogé, photographié et on a pris ses empreintes. Il a dû payer une amende de 3 000 € et il a été renvoyé au Vietnam. On a envoyé sa photo et ses empreintes aux autorités américaines qui, après vérification, nous ont confirmé que Michael Nguyen n'était pas son vrai nom. Il s'appelait en fait Bui Thai et c'était le frère aîné de Bui Tuan. Le casier judiciaire de Bui Thai est impressionnant. C'est un meurtrier. On le surnommait l'exécuteur. C'était un tueur à gages qui remplissait des contrats dans le monde entier. Les enquêteurs vont bientôt découvrir qu'il tue sans aucun scrupule. Donc, vous ne savez ni comment, ni où le corps a été jeté. Ah bon? Ils l'ont jeté? J'en sais rien, moi. Les enquêteurs qui tentent d'élucider le meurtre de Lian Tuan ont identifié 2 suspects grâce aux preuves collectées dans la maison où il a été détenu. On avait établi un lien entre Bui Thai et la voiture utilisée lors de l'enlèvement. Quant à son frère, Bui Tuan, il y avait son ADN sur la casquette retrouvée sur les lieux. Et les 2 frères avaient tous les 2 été en contact avec Phuc durant leur séjour à Sydney. L'historique des communications de Phuc révèle que le jour de l'enlèvement et les 3 jours suivants, il a appelé 15 fois un numéro de portable localisé à Melbourne. Quand on a localisé le portable, on s'est aperçu qu'il y avait des appels qui provenaient du lieu de l'enlèvement, du lieu où la victime avait été détenue, mais aussi des hôtels ou des environs des hôtels où avaient séjourné les frères Bui après l'enlèvement. Il était donc évident que c'était eux qui l'avaient utilisé. L'enquête était partie de presque rien, mais on avait finalement réussi à réunir les principales pièces du puzzle. Il était évident que Phuc tirait les ficelles depuis Hong Kong. Il avait engagé Bui Thai pour ce contrat, et ce dernier avait demandé à son frère Bui Tuan de l'aider. Long avait servi de chauffeur aux 2 frères lors de leur séjour en Australie et pour l'enlèvement. Les enquêteurs pensent que Long a déposé ses 2 complices devant la maison que louait Lee peu de temps avant midi. Les 2 frères se sont cachés pour attendre Lee et Long les a attendus plus loin. Selon l'historique des appels, les frères Bui ont appelé Long à 12h01, vraisemblablement pour le prévenir de l'arrivée de Lee. Ils l'ont forcé à écrire la demande de rançon et ils ont appelé Long pour qu'il revienne les chercher. Lee s'est débattu à l'endroit où la casquette est tombée, puis ils l'ont fait entrer de force dans le coffre. On pense qu'après, ils l'ont emmené directement dans la maison, où il a été retenu contre son gré. Vraisemblablement, ils l'ont tué 4 jours après son enlèvement. Quatre jours après l'enlèvement, les frères Bui sont localisés à l'aéroport de Melbourne. Il est 14h25 et ils s'apprêtent à s'envoler pour Sydney.
À peine 15 minutes plus tard, Fouque appelle la mère de Lee. Le jeune homme est déjà mort, mais il continue pourtant de lui réclamer la rançon. On n'avait pas affaire à des enfants de cœur, mais à de vrais criminels qui avaient très bien calculé leurs coûts et dont le seul but était de se faire de l'argent. L'échange est prévu pour le lendemain. Fouque a réussi à échapper aux policiers de Hong Kong, tandis que les frères Buy et Long quittent l'Australie quelques jours plus tard. À ce stade, on avait suffisamment de preuves pour inculper les principaux suspects d'enlèvement et de meurtre. Mais encore fallait-il les trouver. Malgré les moyens actuels, il est très facile de se cacher en utilisant de faux passeports. À force d'astuce et de persévérance, il a fallu pas moins d'1 an aux policiers pour identifier les principaux suspects. Et 1 année d'enquête supplémentaire sera encore nécessaire pour les interpeller. Buy Tuan, alias Michael Nguyen, alias l'exécuteur, est retrouvé et arrêté au Vietnam. Il passe en jugement et est condamné à mort pour son implication dans un trafic de drogue international. Pour boucler l'affaire, un inspecteur australien de la police criminelle va l'interroger dans son pays d'origine. Je me suis rendu au Vietnam pour l'auditionner sur cette affaire alors qu'il était déjà dans le couloir de la mort. Avez-vous des éléments à nous communiquer concernant l'enlèvement de Lee Han Thuan? Non. Savez-vous quelque chose à propos de son meurtre? Non. Savez-vous qui a commandité son enlèvement et son meurtre? Des gens là-bas? Qu'entendez-vous par là-bas? À Melbourne? À Melbourne, ces personnes travaillaient pour Fouque? Il les a payés. Il les a payés. C'est Fouque qui les a payés, c'est bien ça? Ouais. Vous faites partie d'un réseau de trafic d'héroïne dirigé par Fouque. Donc c'est lui qui vous a demandé de venir en Australie avec votre frère Buy Quang Thuan. Non. Moi je pense que quand Lee Han Thuan est rentré chez lui, vous lui êtes tombé dessus. Vous l'avez mis de force dans le coffre et vous l'avez emmené sur Glendale Road à Springvale. Il a été retenu prisonnier pendant plusieurs jours, puis vous l'avez tué d'une balle de 22 longs rifles, avant de partir vous réfugier à Sydney. Sacrée histoire ce que vous racontez. Savez-vous ce qui est arrivé à ce jeune homme ensuite? Non. Vous ne lisez pas les journaux? Ça m'intéresse pas, j'ai rien à voir là-dedans. Donc vous ne savez ni comment ni où le corps a été jeté? Ah bon, ils l'ont jeté? Je savais pas. J'en sais rien, j'ai rien à voir avec tout ça. Durant son interrogatoire, Buy Tai fume plusieurs cigarettes. Les enquêteurs récupèrent ses mégots pour prélever son ADN. Il correspond à l'un des 3 ADN relevés sur la casquette. Tai Buy nous a donné les informations qui nous manquaient. Il a avoué avoir participé à l'enlèvement et au meurtre. Avec tout ça, il aurait pu sauver sa peau en demandant à être jugé en Australie. Il aurait écopé d'une peine de prison à vie et il aurait pu être libre au bout de 25 ans, voire moins. Mais il a eu peur pour sa famille et n'a pas voulu incriminer Fouque. Il a préféré être condamné à mort au Vietnam. Il ne reste plus aux policiers qu'à interpeller Fouque, le cerveau de la bande. L'homme qui a tenté de rançonner Madame A de 230 000 €, qui a fait enlever son fils et qui l'a fait exécuter. Bien que d'une extrême prudence, Fouque commet une erreur. Utilisant une fausse identité, il menace un témoin qui doit comparaître dans un procès pour meurtre à Londres. Scotland Yard m'a appelé vers 15 h pour me dire qu'ils avaient localisé Fouque. Et là, je me suis vraiment senti soulagé. Fouque a été interpellé par la brigade de répression du banditisme alors qu'il essayait de s'échapper par la fenêtre de la salle de bain. J'étais un peu déçu de ne pas être sur place pour lui passer moi-même les menottes, mais j'étais quand même très content qu'on ait enfin pu le coincer. Le travail de Steve Traggart finira par être récompensé puisque Fouque fera l'objet d'une procédure d'extradition. L'avion allait décoller, il était menotté à côté de moi, mais j'ai vraiment ressenti une grande satisfaction pour tous ceux qui avaient travaillé sur cette affaire.
C'était un gros poisson, mais on avait fini par l'avoir. Huy Tuan, le jeune frère du suspect exécuté au Vietnam, finira lui aussi par être arrêté aux États-Unis, mais ne sera jamais extradé, faute de preuves. Long, le chauffeur, sera lui aussi interpellé à Hong Kong, mais aucune charge ne sera finalement retenue contre lui. Madame Van comparaîtra avec son frère Phuc devant le tribunal pour l'enlèvement et le meurtre de Lian Tuan, mais elle sera finalement acquittée. Son frère Phuc a, lui, été jugé coupable. Il a écopé d'une peine de prison à vie, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Assassiner un jeune homme de 21 ans pour une histoire de trafic d'héroïne, alors que cette drogue tue déjà des centaines, voire des milliers de gens, ça n'a pas de nom. Ça a été une immense satisfaction quand le jury l'a déclaré coupable. C'était le plus beau jour de ma carrière de policier. Comme quoi, il y a une justice. Tout vient à point à qui sait attendre. Ainsi se termine cette affaire rocambolesque. Bien qu'il n'ait pu intervenir à temps pour sauver la vie du jeune Lee, les policiers australiens ont fait preuve d'une remarquable efficacité. En utilisant la plupart des techniques de la science criminalistique, ils sont parvenus à démanteler un puissant réseau de trafic de drogue international. Leur fructueuse collaboration avec les polices chinoises et américaines ont fait le reste. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission en ma compagnie et je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour une nouvelle enquête impossible.